Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Alors pour m'accompagner ce soir, il y a Johan. Johan, comment vas-tu? Bonsoir à tous, ça va très bien, pas mal chargé ces derniers jours, mais ça va, on est en pleine forme. Eh bien super, avec nous aussi pour nous accompagner Elvin. Elvin, comment ça va? Salut les gars, salut tout le monde. Moi, pleine forme, je continue d'actualiser Twitter pour avoir... toutes les infos le plus rapidement possible. J'aime bien cette période-là, c'est assez excitant. Et puis ouais, j'ai hâte de parler de ce dernier move de nos Chiefs. Alors oui, épisode particulier. Aujourd'hui, on va essayer de vous apporter un peu plus de contenu différent lors des prochaines semaines. C'est un épisode spécialement pour notre nouvel offensive tackle Jalen Moore, dont l'officialisation a été actée hier. Donc, il a été accueilli à Arrowhead afin de signer son contrat de 2 ans pour 30 millions de dollars. Alors, Johan, que penses-tu dans un premier temps de but en blanc, clairement, de cette arrivée? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais imaginé? Est-ce que tu connais un peu le joueur? Qu'est-ce que tu en penses? Le joueur en lui-même, c'est pas non plus un mauvais move, je pense. Voilà, sans parler spécialement trop contrat et tout, mais le joueur était quand même barré par un énorme joueur chez les 49ers. Il n'a pas trop de stats non plus, mais voilà, je me dis pourquoi pas. On verra ce que ça donne, mais laissons le doute, la chance au doute, on va dire comme ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est bien français ce que je dis, mais laissons-lui sa chance et on verra ce qui se passe. On a personne à gauche, donc à un moment donné, il faut bien trouver des solutions. Donc sans parler des autres postes, là le côté gauche il y avait plus personne quoi. Donc à part Humphries et encore, on sait pas ce que ça va devenir. Donc voilà, non, c'est voilà, moi ce joueur m'intéresse. J'ai hâte de voir ce qu'il va montrer. Si on trouve déjà un offensive tackle moyen plus pour protéger Patrick Mahomes à gauche, ça m'ira déjà très bien. Et voilà, on sait qu'on est capable de faire des moves comme ça assez intéressants. Donc je demande à voir. Je vais pas dire que c'est mauvais, je vais pas dire que c'est bien. Laissons la chance au doute. C'est un beau bébé. Voilà, donc voilà, à voir ce qu'il va donner. Il était en college football à Western Michigan. C'est pas la plus haute. C'est pas le plus haut, on va dire, du niveau college football, mais ça n'empêche pas qu'il y a des joueurs qui sortent même de seconde division et qui sont très forts après en NFL. Il a que 27 ans, voilà. Donc, pour moi,
je veux voir ce qui va se passer. Voilà, je dis pas que c'est le move qu'il fallait, que j'attendais, mais on prend ce qu'il y a à prendre. Et moi, je trouve qu'on l'a pas trop cher payé. Je trouve ça me va très bien comme ça. Ok, très bien. Elvin, toi, un peu sur le joueur, est-ce que tu le connaissais? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comme a dit Yo, comme c'était le backup de Trent Williams pendant 4 ans, ma première réaction, ça a été, ok, c'est quoi les chiffres? 30 millions sur 2 ans, donc on part sur une moyenne de 15 millions par an. Ou alors, je regarde les garanties, 21 millions de garanties. Ok, donc ça veut dire que si jamais ça se passe pas bien, tu as une location d'un an pendant, voilà, tu l'as payé 21 millions. On va dire, ils vont mettre ça de telle sorte que pendant un an, ils vont payer 15 millions et l'année suivante, tu as 6 millions de dead cap, tu vois, un truc comme ça. Donc, j'ai regardé ça, ça fait cher quand même pour un backup. Et du coup, j'avais un avis un peu mitigé là-dessus. Et après, je me dis, finalement, backup de Trent Williams, c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a mieux que d'apprendre derrière le meilleur, quoi. C'est-à-dire que, à part peut-être récemment, parce que là, Trent Williams, il a 37 ans, c'est quand même, faut rappeler que c'est le left tackle qui a dominé. Voilà, c'était vraiment le meilleur, quoi. Et il n'y avait pas de discussion. Donc j'étais un peu partagé, même un peu surpris, parce que je me dis, nous on n'a pas besoin d'un backup, on a besoin d'un starter maintenant là. Donc voilà ma réaction. Et après, je vous dirai ce que j'en pense un peu, ce que je pense que les Chiefs ont en tête une fois qu'on aura un petit peu parlé plus du profil et tout ça. Mais voilà, ma réaction, ça a été la surprise au début, de signer un backup pour être notre starter. Et toi, Hugues? Alors, ok, après, moi, c'était pour remettre un peu dans le contexte. Voilà, c'était pour vraiment, il y avait vraiment un manque crucial à ce poste-là. Parce que pour rappel, la saison dernière, on avait essayé soit Mataya en début de saison. Au bout de 2 matchs, il a été benché. D'ailleurs, même que le deuxième match contre les Bengals, il ne va pas au bout. Après, on a essayé Wanya Morris. C'était un peu mieux, mais c'était pas non plus foufou. Il s'est blessé d'ailleurs après au genou et du coup il était pas. Voilà, on sentait qu'il y avait vraiment un manque. On a fait signer Humphries vers la fin milieu fin de saison où il est arrivé plutôt pas mal. C'était plutôt encourageant, mais en manque de rythme, il se blesse plutôt rapidement. Et du coup, c'est Joe Tunney qui s'y était collé pour la fin de saison. Et finalement, c'était plutôt bien passé, dans le sens où on avait réussi à stopper des équipes plutôt réputées avec un bon pass rush en face, donc à savoir les Browns avec Myles Garrett. Houston aussi, que ce soit en saison ou en playoff, on avait bien limité aussi leur pass rush. Et on avait vraiment vu que la pression et les sacs sur Mahomes avaient clairement diminué depuis ce move. Malheureusement, ce pansement sur une jambe de bois, on va dire, a tenu jusqu'au Super Bowl, où voilà, le Super Bowl, c'était vraiment le révélateur où tout a volé en éclats. Et finalement, cette performance au Super Bowl, d'un côté, quitte à se faire mal, autant que ça soit violent, mais du coup, pour vraiment mettre le doigt là où ça fait mal et qu'on puisse vraiment essayer de trouver une solution plutôt viable sur presque à court terme, vraiment sur du moyen terme, long terme, dans le sens où on savait que c'était vraiment le talon d'Achille de notre équipe. Mais voilà, le fait que ça soit vraiment mal passé, c'est vraiment se dire, ok, il faut qu'on fasse quelque chose, mais vraiment qu'on puisse vraiment trouver quelque chose de sérieux qui puisse matcher et avec ce qu'il y a aussi sur le marché. Parce que on a parlé d'un moment de Stanley, non, qui était Ronnie Stanley, qui avait été approché, mais à un tarif 2 fois, je crois qu'il a signé pour 40 millions là, avec les Ravens de mémoire. De toute façon, on n'a pas pu s'aligner parce qu'il n'a jamais atteint la free agency. C'est-à-dire que Ronnie Stanley, il a vraiment signé un contrat team friendly, comme on dit, parce qu'il a re-signé pour 20 millions par an. Donc je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, mais il a signé pour 20 millions par an, sachant qu'on était prêt à enchérir autour de 20 millions, qu'il y avait des équipes qui étaient prêtes, je crois de mémoire que les Commanders ils n'avaient pas encore tradé à l'époque, je crois que c'est Tunsil qu'ils ont libéré. Ils étaient prêts à aligner 24 millions.
Donc voilà, il a préféré rester aux Ravens plutôt que d'atteindre la free agency, mais c'était le plan numéro 1, le plan A du front office, ouais. Ouais, exactement. Et après, malheureusement, après sur le marché, je suis pas non plus un expert sur ce poste-là, mais on va dire que des bons offensive tackles, enfin ça court pas les rues non plus, surtout du côté gauche, côté aveugle. C'est clair. Donc là, il y avait quelque chose à faire, comme tu as dit, le fait d'apprendre avec l'un des meilleurs, voire le meilleur, Trent Williams, et c'est peut-être aussi un gage d'expérience. On va dire qu'au quotidien, il l'a suivi pendant presque 4 saisons. 4 Donc, ans, ouais. je pense, là on y reviendra, mais je pense que c'est plutôt un move qui est comme. Alors, est-ce qu'il est bon ou pas là tout de suite, on ne sait pas. Mais dans le sens où, quand on réfléchit peut-être un peu plus loin, quand on essaie d'aller creuser un peu, moi en tout cas, je me rends compte que c'est plutôt intéressant. Et je reviens sur ce qu'a dit Yo, oui, on va laisser la chance au doute, on va laisser la chance au produit. Je pense que s'il a été signé, c'est que, voilà, je pense que Mahomes, il n'a peut-être pas donné son avis, mais on a dû sûrement le consulter aussi, parce que ça le concerne vraiment. Voilà, c'est une réflexion qui a été mûrie, je pense, en interne. Il devait y avoir un plan A, Stanley, puis peut-être un plan B, puis sûrement un plan C, voire D. Et voilà, on est arrivé sur le plan B. Moi, je trouve que c'est plutôt logique. Enfin, il n'y a rien d'incohérent à proposer ce type de contrat à ce joueur. Donc, Jalen Moore, donc c'est un joueur de ligne, donc 1m93, 140, 141 kg en fonction d'où trouver les infos. Il a passé les 4 dernières saisons avec les 49ers de San Francisco, disputant 52 matchs, dont 12 titularisations en tant que starter. La saison dernière, il a disputé 15 matchs, dont 5 en tant que titulaire, à la place de Trent Williams suite à sa blessure. Durant cette période, il a cumulé 271 snaps offensifs, dont 259 au poste de tackle gauche. Et donc, c'est vraiment un profil prometteur qui a suscité l'intérêt de notre franchise. Elvin, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de sa technique, son style de jeu? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, déjà, juste pour terminer le profil, rappelez que c'est du coup notre deuxième Moore qui vient de Western Michigan, puisque c'est également l'université de notre cher Sky Moore. Donc, c'est pas pour vous mettre en confiance, mais voilà. Non, comme tu as dit, alors moi, j'ai pas regardé les feuilles de match parce qu'un offensive tackle qui est là juste pour être le backup, il joue pas du coup. Il ne met pas son casque du match. Donc, en fait, pour résumer, on parle d'un joueur qui n'a que 12 matchs dans les pattes. Il a 12 starts de carrière. Voilà. 0 playoff. Donc, sur ces 4 années, il a joué 12 matchs en NFL. C'est vraiment pas beaucoup. Mais l'année dernière, il en joue 5, comme tu as dit. Et sur la période où Trent Williams était blessé. Et je pense que quand on regarde un peu plus près les stats, notamment sur l'année dernière, c'est sur ces 5 matchs qu'il est allé chercher son contrat là, avec nous. Là. Donc, moi, je me suis intéressé d'abord un petit peu à ses stats à la passe, voir ce que ça donnait en passe protection. Donc, déjà, sur des vrais pass sets, il a autorisé 7 pressions sur 73 dropbacks de son quarterback. Donc, ça fait une moyenne, si on regarde un peu les pourcentages, c'est un peu plus de 9%. Par comparaison, si on compare aux autres tackles qui étaient disponibles sur le marché, là, Robinson des Vikings, c'est 14%. Et Dan Moore, sur qui je reviendrai un peu plus tard, qui a signé un contrat hallucinant pour un joueur très moyen, c'est 11%. Donc, voilà, forcément, eux, ils ont plus de snaps, donc c'est plus représentatif. Mais voilà, 7 pressions sur 73 dropbacks, c'est vraiment pas mal. À noter aussi je crois qu'il a été pénalisé qu'une seule fois sur toute sa carrière, en 831 snaps, une seule pénalité, et c'était l'année de son année rookie. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez encourageant de voir ça là-dessus. Après, moi, j'ai commencé par dire que j'avais un petit peu de doute parce que d'aller chercher un mec qui est un petit peu un backup mais qui n'a pas été installé en starter, ça veut dire qu'on suppose que Shanahan n'a pas su développer un tackle. Et ça, je me dis, wow, attention, Shanahan, les tackles, normalement, il s'y connaît un peu, quoi. Donc, j'avais un petit peu de doute. Et puis après, j'ai regardé un petit peu et j'ai écouté surtout parce que, voilà, je m'en réfère aux gens plus intelligents que moi.
un petit peu ce qui se disait sur lui. Donc déjà, avant qu'on parle juste de sa technique de passe protection, juste pour que ça soit clair pour nos auditeurs, quand on parle en football de horizontal ou vertical, horizontal, on parle de la largeur du terrain et vertical, la longueur du terrain. Okay, ça va nous être utile un peu plus tard, mais au début, sur les premières vidéos, quand tu le regardes, je trouve qu'on dirait un petit peu un garde qui joue tackle, dans le sens où il manque un tout petit peu d'envergure pour nos standards à nous. Il a des bras de un petit peu plus de 33 pouces. Nous, on aime les tackles qui ont plus que 34 pouces. Ça peut être un détail, mais pour nous, on ne sait pas pourquoi, ça compte beaucoup. Donc, il manque un petit peu d'envergure. Du coup, il a tendance à un peu se jeter, à attaquer le rusher pour poser ses mains le plus vite possible. Du coup, ça, généralement, c'est un peu les techniques de garde. Rappelez-vous, les premiers matchs justement de Tunis en tackle, si on regarde, je crois, le match des Texans, il avait un petit peu ce côté-là de se jeter rapidement sur le rusher, quoi, plutôt que de l'attendre, à cause de ce manque de longueur-là. Après, le truc, c'est l'attaque de San Francisco, elle est aussi conçue pour atténuer ça, pour atténuer un petit peu cette faiblesse ou cette tendance, on peut dire. Parce que contrairement à nous, dans un épisode précédent, j'avais parlé des vertical sets, comment notre ligne offensive en fait s'installe autour du quarterback au moment du snap. Contrairement à nous, eux, ils ne jouent pas de vertical set, presque jamais. C'est-à-dire qu'un vertical set, pour rappeler, c'est au moment du snap, vous imaginez, il y a comme un U à l'envers qui se forme autour de Mahomes. Okay, un demi-cercle, quoi, si vous voulez, qui se forme autour de Mahomes. Ça, on dit qu'ils sont plus verticaux parce qu'ils descendent plus bas. À San Francisco, c'est pas comme ça. Ils n'ont presque pas d'angle. Il y a presque une ligne horizontale qui se forme devant le quarterback. Donc, du coup, c'est à analyser et à se projeter pour notre attaque. On se dit, OK, ça va être des systèmes un petit peu différents. Ce que j'ai vu pour continuer sur le négatif, parce que j'ai commencé par le négatif, hein, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il peut galérer un petit peu contre les speed rushers. Et pourtant, il n'a pas un profil athlétique dégueulasse. Si on regarde ses tests avant la draft, c'était pas mauvais du tout. Mais voilà, les speed rushers un peu bendy, il peut avoir un petit peu de galère. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a des bonnes mains une fois qu'elles sont posées. Il a un bon ancrage, une bonne coordination pied-main. C'est-à-dire qu'il pose ses mains quand il doit reculer, quand il doit bouger. Il ne se retrouve pas à un seul moment déséquilibré où il peut se faire bull rush. D'ailleurs, 0 bull rush cette année. Il n'y a pas highlight qui le montre à se faire bull rush dans son quarterback. Ce qui est quand même plutôt bon signe parce que c'est un peu ce qui nous a fait mal au Super Bowl, hein, l'écrasement de cette poche-là. Donc, voilà, la seule question que j'avais par rapport à mes points négatifs là, sur sa passe protection, c'était est-ce que le fait qu'il n'était que de manière horizontale et pas en vertical set, est-ce que c'était lié au système de San Francisco qui est comme ça, ou est-ce qu'il y a une limitation physique un peu qui fait que Shanahan s'est dit on les garde en pass set horizontale pour ne pas les mettre en difficulté, quoi. À Kansas City, en fait, le dernier tackle qui n'était pas en vertical set, je pense que, si on pense à Eric Fisher, c'était vertical. Alors, si vous imaginez Jawan Taylor, c'est vertical toute la journée. C'est-à-dire que c'est tellement évident qu'on est sur une formation passe, parce qu'il est déjà 1m50 derrière, il se met le plus loin possible, parce que lui, il veut être le plus vertical possible. Et si on est en formation course, on sait, il est au niveau de la ligne de scrimmage. Donc, ça, les équipes, elles n'ont pas à deviner quelle va être la play. Même Mitch Schwartz, par exemple, était assez vertical. Non, le dernier tackle, je crois, qui jouait non vertical, hein, qui était un peu plus horizontal, c'était Orlando Brown. Donc, moi, je n'ai pas un très mauvais souvenir d'Orlando Brown. C'était pas ça pouvait être. Il avait des limites, lui, pour le coup, athlétique, mais c'était pas le pire. Tu vois. Exactement. Et du coup, si on obtient, franchement, hein, je pense que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais si on obtient un tackle du niveau d'Orlando Brown et que ça ne devient plus un point faible à 15 millions par an, vu comment le marché tourne, c'est un bon move. Après, moi, je me suis dit aussi, mais
on a vu que des vertical sets là, les dernières années, mais finalement, est-ce que le fait de mettre des tackles, d'être plutôt sur un set horizontal, est-ce que c'est pas un meilleur fit pour Mahomes qui, on le sait, vous avez vu quand même, ça fait 2 ans que comment est-ce qu'il s'adapte à la pression, on lui a appris à essayer de marcher d'avancer dans la poche. Parce que souvent déjà la poche se rétrécit, mais d'avancer. Alors que Mahomes, naturellement, lui, il aime plutôt faire quoi? Il aime plutôt s'échapper sur les côtés, quoi. Et donc, du coup, le fait d'avoir un pass-set horizontal, est-ce que c'est pas plutôt ce serait pas un meilleur fit pour Mahomes? Voilà, c'est juste un peu la question que je voulais poser, quoi. Yo, tu veux dire quelque chose? Non, je répondais à ma femme qui était à côté, mais pardon. Non, mais j'ai écouté tout ce que tu as dit. Non, mais après, par D'accord. rapport à Orlando Brown, moi, je suis d'accord, hein, c'est un peu le même style. S'il a le niveau d'Orlando Brown, je prends. Hein. Voilà, faut être clair. Voilà, ouais, comme on est Hugues dit, d'accord. je prends, voilà, je vais pas vous mentir. Moi, ce qui me fait très peur, à force, hein, ce qui me fait très peur, je le dis hein, clairement, hein, j'ai tellement peur que Mahomes se blesse vraiment grave que ça me ferait vraiment chier. Alors, voilà, maintenant, il faut dire les choses clairement. Il nous faut vraiment quelqu'un à gauche. J'espère que Jalen Moore sera le joueur qu'il nous faut. Et si c'est le joueur qu'il nous faut et qui fait le taf, il ne faudra pas hésiter de lui donner un bon contrat aussi derrière. Alors, je ne dis pas qu'il faut vendre la maison, hein, bien évidemment, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas parce qu'il a 27 ans et que dans 2 ans, il a 29 ou 30. Si le mec, il fait le taf, il faut le garder, quoi. C'est pas la peine d'aller sans vendre la baraque, d'aller se reprendre encore un coup avec Orlando Brown ou je sais pas quoi et qu'on galère après derrière. Mais je pense qu'il y a une petite idée derrière quand même de notre front office. Je suis quasi sûr qu'on prendra un left tackle à la draft. J'en suis quasi sûr. Ouais. Alors, je pense que c'est un truc de quelle transition position aussi, quelle position, je ne sais pas. Ça dépendra comment la draft se déroule. Mais je pense que Jalen Moore ne sera pas tout seul au poste. Ça, c'est sûr. Il y aura une frise, bien évidemment, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et je pense qu'on draftera quelqu'un. On ne sait pas qu'il y aura une frise. Il est free agent, là. Hein. Ouais, après, vrai. Pour te rassurer, là, j'ai commencé par les points faibles, mais il y a des points forts quand même. Hein. Non, mais il a des points forts. Non, mais déjà, on va mettre tout le monde d'accord. C'est pas un mauvais joueur. Alors, il y en a qui ont dit qu'on a donné trop cher ou pas. À un moment donné, de toute façon, trop cher ou pas, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que de toute façon, quand on voit certains contrats, ça fait partie de la NFL maintenant. Voilà, moi, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un contrat élevé ou pas élevé, quoi? Tu peux pas trop savoir, quoi. On n'a pas vendu la baraque non plus, quoi, ce que je veux dire, quoi. Non, et pour les points positifs, on va mettre tout le monde d'accord. De ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, il est meilleur tackle que n'importe quel tackle qui a joué en 2024. Ouais, il est meilleur que Soa Mataya, il est meilleur que Wanye Morris. Je reviendrai un peu mais eux, par contre, et il est meilleur. Par contre, j'espère, c'est la petite aparté, j'espère parce que c'est quand même pas des mauvais gamins, c'est des bons gars, c'est pas des gars. Bon, Wanye Morris, il s'est fait en train de fumer le nanar une fois de l'autre côté de la frontière qu'il fallait pas, mais sinon, ça reste pas des mauvais types. Ils font pas la une des gros journaux pour des conneries ou des faits divers. Ça a l'air d'être des bons gars, donc j'espère qu'ils pourront s'imposer dans notre effectif en tant que guard et qu'ils seront, mais même j'ai vraiment du mal à y croire, mais on verra, on n'est pas là pour parler de ça maintenant, mais comme tu dis, et de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on risque de prendre Jalen Moore? Qu'est-ce qu'on risque? Si on sait déjà que c'est forcément mieux que ce qu'on a eu l'an dernier, enfin, je veux dire, faut y aller. Il y a pas de... Et pour finir, c'est ça. Vous vouliez pas entendre, mais il est meilleur que Joe Thuney aussi. Hein. Je veux quand même qu'on insiste là-dessus. Il est bien meilleur que Joe Thuney en tackle. Non, mais Joe Thuney n'est pas un tackle. Point barre. Il jouait tackle à l'université avant de. Oui, mais il y en a combien qui jouent tackle à l'université qui seront venus guard après en NFL? On le sait, Elvin. On est d'accord. Non, c'était pour rassurer les auditeurs que... Joe Thuney, déjà, il avait de 1, c'est le QI foot déjà, premièrement. De 2, c'était un joueur exceptionnel à son poste. Pour rassurer les et le mec techniquement, non mais le mec techniquement, il était. C'est pas le sujet, Joe. Il est au-dessus de tout le monde. Non, mais Chini, il est au-dessus de tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, pour comparer à ça, Joe Thuney n'est pas un left tackle en NFL. Point barre. Voilà.
Ouais, et donc du coup, moi ce que j'ai vu la tape de Jalen Moore, je disais, il est meilleur que tout ce qu'on a eu l'année dernière, y compris Tunney, même dans ses meilleurs matchs, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, à la différence de Tunney, par exemple, il perd pas un 1 contre 1 sur un rusher, il le perd pas comme ça, il n'y a pas de plan spécial, on va dire quoi. Au moment où il se retrouve en 1 contre 1 contre un rusher. Puis ça peut arriver, voilà, qu'il se fasse avoir, mais au pire, c'est une mort lente, c'est-à-dire 3-4 secondes. Mais il n'y a pas eu de quick win, comme on dit, quoi, de victoire rapide du pass rusher. Et ça, déjà, c'est déjà pas mal. Et il n'y a pas de plan spécial. C'est-à-dire que tu mets ton left tackle et tu ne te dis pas, on doit adapter notre plan de jeu parce qu'on a un left tackle qui n'est pas vraiment un left tackle comme nous, on a eu dans nos matchs. Je finis juste un peu sur le point faible. Après, je te redonne la parole, Yo. Mais sur le point fort, pardon, c'est que contrairement à ce qu'on a vu donc l'année dernière, par exemple à Wanya Morris, Jalen Moore, il ne se fait pas prendre sur un truc particulier, c'est le changement de technique du rusher. Vous savez, quand un rusher passe d'un power rush à un speed rush, c'est-à-dire qu'au début, il est sur quelque chose où tu te dis, OK, il va me bull rush, et où d'un seul coup, tac, il te met un mouvement généralement de main, il te pousse la main que toi, tu viens de poser. Et ça, c'était vraiment le problème de Wanya Morris. On se rappelle du match, je crois que c'est contre les Raiders, où Mahomes, il tombe et on l'entend qui crie « It's the same fucking move !» Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il dit « C'est toujours le même move !» quoi. Et parce que Wanya Morris se faisait avoir à chaque fois. C'est-à-dire que le mec, il commence comme un power rush et paf, il passe en speed rush. Et ça, grâce à sa coordination pied et main, Jalen Moore ne se fait pas avoir là-dessus. Et ça, je trouve que c'est déjà un plus, quoi. C'est-à-dire, moi, pour résumer un peu sur ses qualités en pass rush, il n'a pas de trait élite, mais il a un floor solide, comme on dit. Vous avez qu'à regarder son dernier match, c'était contre Jared Verse. C'est pas un tocard, Jared Verse. Hein. Et ben, il a tenu son rang, quoi, contre Jared Verse. Donc, contre quand même un bon rusher. Moi, je voulais juste savoir, vous êtes peut-être un peu plus renseigné que moi, parce que moi, j'ai pas eu le temps de tout checker cette semaine. Il a joué, les 5 matchs qu'il joue titulaire, ou les matchs qu'il a joué titulaire, c'est contre qui? Alors, c'est en fin de saison, j'ai pas souvenir. Il y en a un qui est contre les Rams, du coup, c'est sûr. Ouais. Il y a un qui est contre les Rams. J'ai pas regardé les autres, faudrait les regarder. Okay. Non, mais ça serait intéressant d'avoir juste. Je checkerai en off, mais ça serait intéressant de regarder les pass rushers qu'il avait en face de lui lors de ces 5 matchs. Tu vois, par exemple, s'il a eu match-up contre Jared Verse, il est intéressant. Ouais. S'il y a eu un Myles Garrett, s'il y a eu un Joe Sweat, tu vois, des joueurs comme ça. Savoir s'il a réussi à les tenir ou pas un petit peu. Alors après, tu peux te faire manger, hein, ça arrive, hein, à un moment donné, c'est pas toujours simple d'être à 100% au top, mais voilà, mais ça serait juste intéressant en off de regarder ça. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire, donc c'est pour ça que je vous demandais juste de voir si vous l'aviez vu. Mais voilà, moi je suis plutôt content. Voilà, on a adressé un besoin qu'on avait absolument. Alors bien sûr, hein, on aurait pu signer Ronnie Stanley si on aurait pu, mais je pense qu'on lui aurait donné beaucoup plus que lui. Et voilà, donc moi franchement ça me va. Franchement ça me va, je laisse la chance au doute et je pense qu'il ne sera pas tout seul de toute façon en concurrence. Donc voilà. Non, après c'est clair, après l'échec de faire venir Ronnie Stanley qui a signé donc, avec les Ravens, au fait, on n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers des cibles un peu moins clinquantes, au final un peu moins connues. Et en fait, j'ai l'impression que Brett Vick et puis les Chiefs, au fait, n'avaient pas spécialement non plus pléthore de choix. Donc, non, du tout. Moi, j'en parlerai un petit peu quand on donnera nos notes sur le trade. Là, ce qui a influencé ma note, c'était justement le marché. Mais t'as le marché. Et puis aussi, faut dire aussi que les Chiefs, depuis plusieurs saisons, ne draftent pas avant le 31e pick. Donc ça aussi, tu prends ton premier pick en fin de premier tour. On va dire que tous les meilleurs prospects à leur poste sont déjà partis sous d'autres cieux. Donc je pense que c'est vraiment aussi un point à prendre en compte. Carrément, je crois que c'est Nick Jacobs, un journaliste qui est basé à Kansas City, là, qui bosse pas mal à la radio, pour la radio locale Kansas City aussi, qui a fait une liste de tous les starting left tackle de la ligue.
et où est-ce qu'ils ont été draftés? Ou alors, est-ce que ça vient d'un trade? Est-ce que ça vient… Et en fait, tu te rends compte, mais il y a 2 tiers qui viennent du top 10, top 15, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment un poste où, si tu veux, un titulaire… Voilà, tout le monde ne peut pas trouver Jordan Mailata au 7e tour qui a jamais joué un snap de football et le développer en peut-être le meilleur left tackle actuellement, quoi. C'est compliqué, ouais. Et puis la meilleure possibilité qu'on a eu de remplacer Eric Fisher, c'était finalement Orlando Brown qu'on a eu pendant 2 saisons. Et Ouais, voilà, on a donné un premier tour pour… Ouais. Ouais, c'est l'échange qu'on a fait. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est vraiment un problème qui est profond, mais d'où on peut trouver certaines explications. Voilà, le marché, la position en draft depuis un moment. Puis voilà, Ouais. ça explique en partie aussi pourquoi ce poste-là est… Non, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'avais dit dans un épisode précédent que moi, j'ai du mal à en vouloir à Brett Veach parce que j'ai repris tous les moves qu'il avait fait dernièrement pour justement régler ce problème de tackle gauche. Et je dis, en fait, je sais pas s'il s'est trompé une fois, tu vois, parce que comme tu dis, tu trouves pas de tackle gauche comme ça facilement à passer le top 15, quoi. Je sais pas si vous voulez parler un petit peu de la course, parce qu'on a parlé de la passe, mais comme on vient de l'apprendre, vu que on vient de re-signer Kareem Hunt pour nous, on a encore un jeu de course un petit peu à Kansas City. Vas-y, tu veux parler, vas-y, prends la parole. Ouais, vas-y. J'ai pas spécialement grand-chose à dire sur la course. J'ai pas spécialement regardé non plus le… Non, mais juste à dire, c'est ce comité commence à me plaire, quoi. Voilà, les trois, ça commence à me plaire. Kareem Hunt, Pacheco et puis Elijah Moore, c'est ça qu'on a signé? Ah oui. Non, j'allais parler de la course de Jalen Moore, de son jeu. Ah, merde, je crois que tu voulais parler des running backs, moi. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, ça, on en parlera dans un épisode. D'accord. Non, j'avais pas compris. Le jeu à la course de Jalen Moore, c'est plutôt… Alors, comme tu l'as dit, c'est pas le plus élite, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'avec avec les beaux conseils de notre Creedon Frey sur la O-line, notre coach O-line, on sait qu'on n'a pas la meilleure O-line à la course, mais je sais qu'il peut progresser et faire progresser. Parce que les Niners, on sait très bien leur jeu d'option et leur jeu à la course. Et donc, je pense et je sais qu'il est capable au moins de pouvoir tenir son gap pour pouvoir, laisser courir, laisser passer sur le running back pour pouvoir prendre des yards. Donc, je me dis, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus élite en NFL, mais nous, on s'en fout. C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on demande, nous. Donc moi, c'est un bon run blocker. Hein. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est pas… Voilà, c'est un bon run blocker. On en a besoin. On a d'installer un jeu de course aussi de temps en temps dans les matchs. Mais je me dis que il fera très bien le taf. Et même s'il n'est pas élite, on s'en fout parce que c'est pas notre jeu premier. On sait très bien qu'avec Mahomes, on n'a pas besoin d'avoir un tackle élite à la course. C'est ce que je veux dire. Non. Voilà. Mais par contre, tu disais que effectivement, dans le système de Shanahan, c'est un bon run blocker, c'est-à-dire tu regardes les highlights, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un seul run block où tu te dis là c'est peut-être une faiblesse. Non, c'est vraiment un bon run blocker. Mais c'est dans le système de Shanahan. Il ne faut pas oublier que Shanahan et tout son coaching tree, hein, c'est pareil pour Sean McVay. Hein. C'est principalement de l'outside zone qu'ils font. C'est les courses de outside zone. Et sur les 2-3 inside zone avec San Francisco, on voyait qu'il était moins à l'aise. Nous, on court plus en inside zone que outside zone. Donc, juste pour. Ouais, mais c'est une période d'adaptabilité, Elvin. Quand un mec qui joue pas souvent, tu peux pas lui en vouloir de pas s'adapter tout le temps, quoi. Tu vois, il a joué 5 matchs. Tu peux pas lui dire. Il a joué 13 matchs en tout, je crois, t'as dit, mais il a joué 5 matchs titulaires. C'est pas toujours évident de s'adapter aux deux systèmes, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, je pense qu'il faut le laisser travailler. Et on verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai pas trop de doutes là-dessus, quoi, en fait. Ouais. J'allais juste expliquer un peu, je sais pas si outside zone, inside zone, juste pour expliquer un peu ce que c'était. Non, ce que j'allais dire, donc, ouais, il a joué 12 matchs et 5 matchs juste l'année dernière, ouais, en starter. Mais ouais, là, je disais outside zone, inside zone, il était un petit peu moins à l'aise en inside zone, peut-être parce qu'ils en font moins aussi, je suis d'accord avec toi. Mais juste pour résumer, en gros, l'outside zone,
le but, c'est plus de mettre une pression à la défense pour qu'ils défendent plus horizontalement, ok? Donc sur la largeur. Et bon, ça se finit rarement, ça s'appelle outside zone, mais ça se finit rarement à l'extérieur en NFL. Hein. Ça, c'est plutôt en universitaire, mais ça se finit rarement au tout dernier en longue ligne en NFL. Mais en gros, le running back, si vous voulez, part vers l'extérieur. Et donc, les tackles aussi se déplacent un petit peu. Et ensuite, le running back, eh ben, il fait un cutback pour trouver un couloir derrière son tackle, par exemple. Donc, en gros, qu'est-ce que ça change pour le tackle? Pour le tackle, c'est un déplacement latéral, des pas de côté, si vous voulez. Et après, le bloc, lui, est frontal. L'inside zone, c'est basé sur le principe du double team. Tu as 2 bloqueurs sur un défenseur. Et du coup, ça ouvre un gap, quoi. Donc, ça, c'est plutôt à l'intérieur. Et tu mets 2 mecs qui sont en face. Donc, par définition, le tackle, là, il doit plutôt attaquer son défenseur, pas frontalement, mais à un angle de 45 degrés, puisqu'ils essayent de le pousser, tac, comme ça sur le côté, quoi. Donc, c'est pas du tout la même position pour un tackle de faire de l'inside zone. Donc, c'est peut-être plus difficile. C'est en tout cas quelque chose avec lequel il est moins à l'aise. Mais je suis d'accord avec toi. On va quand même lui laisser le temps de s'adapter. Enfin, le temps, non, il aura le temps du camp, puisque avec 15 millions par an, il est notre starter. Hein. Il y a pas. J'espère qu'on va lui apporter de la compétition, comme vous disiez, un Humphries. Est-ce que Humphries, il accepte d'être la compétition là? Parce qu'à partir du moment où tu donnes 15 millions à un mec et que tu vas proposer 3,5 millions à Humphries, la compétition, en fait, elle n'existe plus. Hein, parce que, je veux dire, Est-ce qu'Humphries peut jouer ailleurs? Est-ce qu'il a pas eu de proposition non plus spécialement pour aller jouer ailleurs? Donc le problème avec sa blessure et sa re-blessure derrière, c'est que tu sais il va peut-être revenir pour. En NFL, t'es vite oublié, hein, tu sais. NFL, ça veut dire not for long. Hein. Les Américains disent ça, donc on t'oublie aussi vite que t'es arrivé. Donc, ouais. Là, je sais pas si vous voulez conclure sur. Est-ce que du coup, là, le jeu de course que tu expliquais là, de plus sur l'extérieur, est-ce que c'est peut-être pas bien pour notre nouveau running back qui vient de 49ers aussi, qui est plutôt très rapide, et puis un peu pour Pacheco, et ça serait pas plutôt des styles Si, exactement. C'est le genre de course qui réussit bien à ce genre de running back, parce que c'est des running backs qui ont besoin quand même qui sont assez explosifs, mais qui ont quand même besoin de 2-3 pas avant de prendre leur vitesse, quoi. Donc effectivement, l'outside zone, ça marcherait mieux à Pacheco, ça marcherait mieux aussi avec Elijah Mitchell, ça c'est sûr. Bon, moi je vous dis, je sais pas si Mitchell il sera là, il sera dans le 53. Hein. On l'a signé sur un petit contrat, mais c'est quand même un joueur qui est après. Pour l'instant, il est parti pour être on en parlera dans le prochain épisode. Je ne vais pas en parler trop. Je ne vais pas me lancer trop. Ça dépend. Sur les running backs. Oui, non, on va pas parler. Ça dépend pareil ce qu'on va drafter aussi. La classe de running back est exceptionnelle cette année. Tu peux avoir en 4e tour, 5e tour, 6e tour des top running back. Il faudra faire le bon choix. Il faudra en prendre un. De toute façon, j'en discutais avec Valentin de The Trick Play. Il m'a dit, vu la classe de running back qu'il y a, chaque franchise devrait prendre un running back de cette classe, tellement qu'il y a du monde et tellement que c'est fort. Donc, pareil pour les 10 tackles. Ouais. Donc, du coup, avoir vraiment, et je me dis, voilà, de toute façon, Pacheco, il va falloir l'entourer. On peut, lui faire la saison complète tout seul ou être un leader, ça sera trop compliqué. Juste la partie, on fait juste la partie vite fait là-dessus, c'est tout. Mais voilà, non, on en parlera au prochain numéro. On va pas spoiler, on va rien dire. mais bon, bref, il y a des trucs à faire. Et de toute façon, Elvin, on en avait parlé un peu en off. On va faire des petits épisodes draft, mock draft spécial Kansas City. On va essayer de préparer ça. Un petit moment, un autre, on verra bien, mais on va essayer de faire ça. Carrément. Non, moi, juste pour conclure, avant qu'on donne notre note, si vous voulez, pour la signature, si ça marche, pour moi, c'est un super coup de Kansas City dans un marché de left tackle atroce. Quand je vous dis atroce, c'est qu'il n'y avait pas un left tackle à signer. Quand j'ai vu ce que notre ancien assistant GM, Borgonzi, qui est parti aux Titans, quand j'ai vu le contrat qu'il a donné à Dan Moore, le left tackle des Steelers, 82 millions sur 4 ans, du coup.
dis, mais tu peux pas donner plus de 20 millions. Ce mec-là va gagner plus que Ronnie Stanley. Tu peux pas donner plus de 20 millions. Alors, allez regarder les highlights. Et ça, c'était le dernier qui restait en gros. Et donc, je me dis, en fait, là où tout le monde est parti dans le zig, et Vich, il est parti dans le zag. On verra si on a raison ou pas. On verra si on a raison ou pas. En fait, le meilleur scénario, l'optimisme de notre front office, c'est que les Chiefs soient en avance d'1 an sur la signature d'un joueur à qui on n'a pas encore donné la responsabilité d'être titulaire. Et du coup, voilà, s'ils ont. C'est un pari, quoi qu'il arrive. C'est un pari. Si c'est un pari, mais si ça réussit, ça sera très bien. Et je me dis, voilà, s'il a. Tu vois, ne serait-ce que, tu vois, Jawaan Taylor, bon, je suis tombé dessus un peu au Super Bowl parce qu'il a pris l'eau, comme toute la O-line. Mais s'il fait une saison style un peu Jawaan Taylor à gauche, eh ben, je me dis ça sera déjà pas mal, quoi. Parce que Jawaan Taylor, quand même, c'est. Jawaan Taylor, de toute façon, on a beau le critiquer, mais il nous rend quand même bien service à droite, même si des fois il se fait manger, mais c'est quand même il a plutôt, depuis qu'il arrive à Kansas City, bien sûr, c'est pas le tackle droit le plus élite de la NFL, mais c'est pas le plus catastrophique non plus, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, bien sûr. Puisque on parlait du contrat tout à l'heure, si jamais ça marche pas, l'expérience Jalen Moore, tu as de la flexibilité, c'est 2 ans, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut s'en séparer au bout d'1 an, du coup, quoi. Et effectivement, c'est un move. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais, Yo, tout à l'heure, c'est que c'est un move qui, pour moi, annonce un draft assez haut d'un left tackle en se donnant le temps de le développer. Bon, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Mateiga, en fait. Sauf que ça n'a pas marché. Mais ça a pas marché. Là, cette année, tu peux en drafter un autre qui a besoin de se développer et tu as 1 an. Quoi. Et Wanya Morris est passé à côté de sa saison alors que l'année d'avant, elle n'avait pas été si mauvais que ça, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc, il est vraiment passé à côté de sa saison et... Ouais, je crois que c'est à partir du moment où les équipes d'en face ont eu un peu de tape sur lui, ils ont su. Peut-être aussi, parce que mais on l'a vu à droite, par exemple, Wanya Morris est largement meilleur à droite. Hein. Ouais, mais oui, tu peux pas. C'est comme si aujourd'hui tu demanderais à Jawaan Taylor de jouer à gauche, ça serait compliqué. Il faut être clair. Il a joué à gauche à Florida, je crois. Mais après, une fois qu'il arrive en NFL, il joue à droite, donc tu peux pas demander à un mec qui joue à droite de revenir à gauche. En NFL, il faut rester focus à ton poste et tu peux pas demander. C'est comme avec Chris Jones à un moment donné qu'on avait essayé de passer D-end alors que c'est un vrai defensive tackle. On avait essayé de le passer D-end. Ça n'a pas spécialement fonctionné, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Donc, il s'aligne toujours en D-end maintenant, mais c'est lui qui choisit. Il fait les deux, quoi. C'est lui qui, c'est lui qui choisit. L'année où il avait perdu du poids pour jouer D-end et tout ça. Exactement. Ça n'a pas été une réussite, quoi. Ça n'a pas été une réussite. On est d'accord, hein. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour faire la petite aparté. Moi, je donne. Moi, pour donner ma note sur cette signature, pour terminer, au début, quand j'ai vu le truc passer, si on fait A étant le meilleur joueur, le style de l'année, voilà, c'est la draft Patrick Mahomes, c'est la signature, voilà, c'est Trent McDuffie, c'est ce genre de... Voilà, Eric ça Fisher. C'est A. Et Eric Fisher, franchement, dans cette draft-là, il n'y a pas grand-chose. Et F, c'est le pire du pire. C'est le mec qui te pourrit ton locker room en plus d'être mauvais. C'est horrible. Moi, au début, j'avais donné un C+, en me disant, je lui donne la moyenne et plus parce qu'il est jeune, 27 ans, que voilà, il y a de l'upside, même si voilà, ça reste un backup. Et après, quand j'ai vu le contrat, comme je disais, de Dan Moore, là, 82 millions, c'est-à-dire le dernier tackle qui restait, j'ai dit, mais en fait, on s'en sort tellement bien de ne payer que 15 millions pour avoir un joueur qui, potentiellement... le mec, il a quand même été starter pour les Niners pendant 5 matchs et ça n'a pas dérangé Shanahan et il n'a pas fait un plan spécial pour le mettre en bonne condition, quoi. Donc, tu te dis, si on arrive à avoir un niveau d'un starter moyen plus, c'est tout gagné, quoi. 15 millions pour un starter left tackle moyen plus. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Vich a peut-être, dans le meilleur des cas, 1 an d'avance. Il aurait eu plus de tape parce que Trent Williams se blesse encore l'année prochaine. Il aurait eu plus de tape. Le mec qui sortait, il pouvait obtenir un contrat de top left tackle à son âge et tout, quoi. Donc, après, il y a quand même des doutes. Il y a des points d'interrogation. On en a parlé déjà. C'est très peu de tape. C'est que c'est un backup. C'est qu'il joue dans un système complètement différent. Est-ce qu'on va essayer de lui demander de s'aligner verticalement ou est-ce qu'on va s'adapter et comme on l'a fait pour Orlando Brown, pardon. Et on va essayer de mettre nos tackles un peu plus horizontaux, je ne sais pas. À voir.
Mais voilà, donc j'avais donné C+, maintenant je donne un B. Voilà, B- peut-être pour les doutes. Ouais, moi je t'en rejoins un peu parce que je veux dire, ça fait une paire de drafts où on essaye de recruter, enfin que ce soit la draft ou de recruter des joueurs, tu vois, Lucas Niang, Darian Kinnard, Wanya Morris, Mataya, tu vois, on a essayé de chercher des solutions par la draft notamment. Et au fait, on se rend compte que voilà, on prend loin dans le premier tour. Donc forcément, tu n'as plus le haut du panier. Donc voilà, il était temps d'essayer de trouver une autre option. Tu vois, comme on avait fait avec Orlando Brown à gauche et puis même Jawan Taylor à droite, quand on l'a pris à droite, il signe pour 80 millions. Voilà, c'est un gros contrat qui a été mis, qu'on lui a donné. Je veux dire, c'est que tu as vraiment un besoin. Et là, je pense que la pirouette est plutôt pas mal du côté de Brett Vick et du front office, dans le sens voilà, où on ne prend pas trop de risques non plus. Et ça éviterait de refaire un pari sur une draft. Là, au moins, tu as un joueur qui a un peu de bagage, même si c'est pas non plus la panacée, mais au moins, tu peux avoir une solution de repli, mais rapide, et puis quelqu'un qui est déjà, on va dire, au niveau. Parce que comme tu disais, il a quand même joué starter avec les Niners, derrière Trent Williams, voilà, c'est qu'il doit avoir quand même quelques qualités. Donc moi, j'étais plutôt comme toi, tourné autour de la note C, dans le sens où voilà, on n'avait pas trop non plus de recul, hein, il n'a pas trop de matchs non plus. Mais vu comment on s'en sort au niveau du prix sur le marché et de ce qui pouvait rester, je pense que c'est plutôt une bonne signature. Et je serais sur peut-être un BB- en attendant de voir, mais vraiment pour un signe d'encouragement. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mets un moins en fait parce que idéalement, si tu veux faire un pari comme ça, tu fais pas aussi pas un pari, mais pas loin, sur ton garde gauche juste à côté. C'est-à-dire qu'idéalement, tu le mets à côté de ton garde expérimenté à côté. Donc, c'est pour ça que voilà, le moins vient de là. Désolé, yo, je remets pas une pièce dans la machine. Juste sur cette signature de Jalen Moore, tu mets quelle lettre, toi? De A à F. Je mets C, moi. Je serai je serai un peu le plus sévère parce que voilà, à voir ce qu'il va donner. Je mets un C, je mettrai pas C- non plus. Je mets C pour dire voilà, j'attends de voir. Il y a des promesses, on a vu certaines choses. Moi, je suis pas coach en NFL, je suis pas spécialiste, je suis pas voilà, moi je suis juste passionné comme je vous le répète à chaque fois. J'ai confiance à notre coaching staff, même si certaines, je me pose certaines questions sur certains choix, mais ça après c'est normal. Hein. Mais par contre, voilà. Yo n'encaisse pas le fait qu'on ait re-signé James Winchester comme long sniper. Non. Exactement. C'est bien que c'est pas Winchester en long sniper, c'est tous les contrats un long sniper en 31. Exactement. Moi, tu vois, premier choix long snapper, deuxième choix kicker et troisième choix punter. Punter, voilà. Bien sûr. Allez. DevTube approuve. Non, mais je m'essaie, voilà, c'est pas pour être sévère, c'est pas pour être le relou de la bande. Non, mais c'est voilà, la moyenne. Je mets la moyenne quand même. Voilà, on verra ce que ça donne. Le mec, il a quand même prouvé, je le remets en photo, j'ai fait un visuel exprès pour lui, donc on va respecter quand même le bonhomme. Et moi, voilà, qui suis-je pour dire non, le mec, il mérite pas, quoi. Voilà, tu peux pas dire que le mec, voilà, qu'est-ce qu'il fout là, machin, non, laissons-lui sa chance. Et si on l'a signé à Kansas City, c'est qu'il y a une raison. Et comme dit Hugues, moi, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir prendre un mec se trouver plus malin que les autres, en prendre en 64, 65, 70e position, et essayer de faire un mec un tackle titulaire. Voilà, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais dans ces cas-là, il faut le développer parce que lui, c'est trop compliqué. Le pick 155, hein, c'est un 5e tour de 2021. Bien sûr. C'est pas impossible. Mais dans ces cas-là, il faut que tu te donnes au moins 1 an, 2 ans pour pouvoir le développer. Mais nous, on peut pas. C'était trop tôt de le lancer. On est comme ça, City, tu peux pas. C'est soit tu as un tackle titulaire, soit tu n'as personne. Voilà. Donc, exactement. Il faut arrêter de tourner en rond et de se croire plus malin que tout le monde. Donc, voilà, je pense c'est le choix à faire. On n'a pas dépensé
une fortune, de toute façon, on ne pouvait pas. Donc, c'est très clair comme ça. Et voilà, on laisse le bénéfice du doute. Et s'il fait une belle saison, comme je dis, bah, autant lui donner un contrat à un mec comme lui. Et puis voilà. Voilà. Et bref, non, je ne vais pas continuer plus. Voilà. C'est très bien comme ça. Voilà. Petit mot sur l'assaut, Yo? Ouais, donc un petit mot sur la sauce. Déjà, retrouvez-nous sur le compte du podcast X, donc sur Twitter, @HBTCFR. Et sinon, au niveau de l'association, donc voilà, les adhésions sont ouvertes. Ça y est, on reçoit. Cette semaine, on a reçu 2 nouvelles adhésions. Donc, merci à Jérémy, je crois. Et j'ai perdu le nom du premier. Nuno. Comment ? Nuno, voilà, Nuno. Donc, les gars, on vous embrasse. Merci à vous d'avoir adhéré à l'association. C'est un plaisir. Ça grandit. On s'agrandit. Et du coup, maintenant, voilà, j'annoncerai les futurs adhérents chaque semaine qu'on fera un podcast. Ça sera avec plaisir de vous annoncer. Donc non, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, on a essayé de faire des pages. On les anime plus ou moins. Mais voilà, vous pouvez nous contacter sans aucun problème. On va vous répondre. Et ensuite, vous trouverez sur Instagram, Twitter ou Facebook le bulletin d'adhésion à télécharger. Voilà, c'est très simple. N'hésitez pas, c'est 10 €. Et franchement, il y aura un beau cadeau qui arrivera chez vous si vous adhérez en tant que fan de Kansas City. Je pense que vous n'êtes pas prêts et je pense que ça peut être vraiment sympa un jour de tous arriver ensemble aux couleurs des kiffs. Et voilà, j'en dis pas plus. Parfait. Donc, voilà, si vous voulez avoir votre nom cité dans le prochain épisode du podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, exactement. Et on revient très vite. Donc, restez à jour. On va revenir pour l'épisode Free Agency. Autant vous dire que là, j'étais soft, mais autant vous dire que là, je serai tendu comme jamais. Mais on vous embrasse. Moi, je conclue là-dessus. Je vous embrasse et je laisse la parole aux copains. Et puis, du coup, c'est une bonne nouvelle. On a un tackle gauche. Ouais, c'était, comme on dit, une bonne nouvelle. Un besoin qui était très urgent et qui a été comblé plutôt rapidement. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Plus les autres signatures qu'il y a eu, je trouve ça, on en reparlera, mais je trouve ça qu'il y a toujours une certaine cohérence. Voilà, on ne va pas passer par la banque Patrick Mahomes et Chris Jones pour claquer de l'argent comme ça sur les premières offres qui viennent. Donc c'est cohérent, on reviendra vers vous parler de tout ça, on vous parlera de la free agency, de l'effectif, des choix ou des besoins que chacun de l'équipe verrait. On vous parlera des prospects à la draft, notamment par Elvin et puis Yo. Voilà, beaucoup de choses à venir. L'intersaison va être riche. On va essayer de vous proposer de plus en plus de contenu. Donc restez connectés sur les réseaux et puis vous aurez toutes les informations en temps voulu. Elvin, le petit mot de la fin, c'est pour toi. Ah ouais, écoute, là, c'était vraiment parfait quand même ta conclusion là. Non, voilà, soyez contents d'avoir un front office qui sait un petit peu ce qu'il fait, qui est un petit peu organisé, même si parfois il y a des décisions où on a plus de points d'interrogation que d'autres. Moi, le premier, on en reviendra, comme tu as dit, on va traiter toutes ces nouvelles signatures, ces départs et tout ça dans les prochains épisodes. Mais voilà, dites-vous que si nous, on voit des choses derrière notre écran, ils le voient aussi et ils s'y connaissent mieux que nous tous réunis. Donc, s'ils ont vu quelque chose dans Jalen Moore, moi, je fais confiance à Brett Veach et je me dis que s'il réussit à trouver un starter plus que moyen, c'était un coup de maître. Voilà. Et s'il réussit à trouver un starter qui est moyen moins, on n'a pas non plus cassé la banque, comme a dit Yo. Donc, voilà, soyons plutôt optimistes. Et puis, de toute façon, c'est la saison de l'optimisme. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode Free Agency. Allez, à bientôt et puis go Chiefs. Go Chiefs. Ciao, les gars. On vous laisse bercer par Mitch. À tous, à plus tard. Ciao tout le monde. Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.